Lance l'enregistrement. Ok, donc on va commencer à voir une chose importante qui va être le petit truc jusqu'à la pause. J'essaie de le partager intelligemment. Voilà, ça c'est comme ça que je peux faire intelligemment. Ok. Je vais vous parler de ressenti tout le week-end. Vous allez devoir ressentir et c'est important de comprendre que le ressenti, c'est la source inconsciente de l'émotion. Il faut faire une grosse différence entre ressenti et émotion. On a déjà du mal à gérer nos émotions, comme on dit, alors qu'on n'a absolument pas à gérer ça. C'est un peu une histoire de gestion. C'est une histoire de ne pas les subir, donc de faire quelque chose pour qu'elles n'apparaissent plus, en tout cas les mauvaises. Et j'ai pris l'exemple très basique, très simple du dessin animé qui s'appelle Vice-Versa. Dans le dessin animé, on parle des émotions, la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse. C'est les cinq qui sont les plus prégnantes, on va dire. Il y en a une sixième dans Vice-Versa 2, mais je ne vais pas en tenir compte, parce qu'il n'est qu'un dérivé des deux autres. Et il faut bien comprendre que j'ai peur, je suis dégoûté, je suis triste, je suis en colère, ou je suis en joie, uniquement parce que je me sens quelque chose. D'accord? Je suis en joie, par exemple, parce que je me sens aimé. J'ai peur parce que je suis perdu. Je suis en colère parce que je suis nul. Je suis dégoûté parce que je me sens souillé. Je suis triste parce que je me sens abandonné. On ne peut pas travailler sur des émotions en test. En tout cas, ça n'a pas de sens. Pour moi, thérapeutiquement, ça n'a pas de sens de travailler sur des émotions. On peut accueillir quelqu'un qui est très dans une immense colère, qui hurle tout le temps, qui est jamais content avec personne, à part lui faire exprimer sa colère, lui faire casser des trucs. Et d'ailleurs, il y a des, je sais pas si c'est encore en cours, mais il y a eu un moment des salles spéciales qui se sont montées. C'était sur Paris, en tout cas, j'ai pas entendu parler à Grenoble, mais des salles où ils mettent des vieux objets, des télés, des machines à laver, des choses, et les gens payent pour venir tout péter et décharger leur colère pendant un quart d'heure, une demi-heure, etc. C'est au forfait. Et je trouvais ça absolument fantastique que quelqu'un ait trouvé cette faille-là dans notre inconscient, parce que si j'exprime ma colère, si je décharge ma rage physiquement avec ma colère, il n'y a rien qui se passe. Je vais revenir le lendemain avec la même colère, décharger autre chose. J'ai juste, comme je dis toujours, vidé la mousse qui dépasse du verre de bière. Mais les bulles sont toujours en train de faire de la mousse en dessous et ça va continuer à remonter si je secoue le verre de bière. Donc, exprimer une colère immense tout le temps, exprimer une peur immense tout le temps, exprimer une tristesse immense tout le temps, ça ne fait jamais avancer personne. Or, à partir de notre psychologie, on ne peut exprimer que de l'émotion, ce qui est déjà énorme. D'accord? Il y a des gens qui sont incapables de faire ça et on a déjà passé un cap quand on fait ça. Donc, un psychologue va exprimer, va m'accueillir moi à l'époque dans ma tristesse de ne plus pouvoir marcher déjà, dans ma colère d'avoir été assez bête pour faire ce sport aussi dangereux, dans ma peur que j'arrive jamais à récupérer. Bref, vaincu dans mes émotions, c'est très bien, je me fais câliner en quelque sorte, mais ça règle pas le problème. Et je me suis rendu compte de ça quand j'ai commencé à travailler en décodage biologique, où on m'a appris que la source inconsciente de l'émotion, c'est le ressenti. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit schéma. Euh, Dans ma formation en décodage biologique, on a fait plein d'exercices pratiques comme vous allez faire en TEF, c'est le même principe, on fait beaucoup de pratiques. Et nos discussions sur certains sujets sont de la pratique en soi aussi. Mais on a vraiment des exercices pratiques à faire pour sentir et ressentir, exprimer le ressenti. Parce que tant qu'on n'a pas exprimé le ressenti qui a créé l'émotion, on garde l'émotion, elle ne s'en va pas. D'accord? Donc, euh, si je suis abandonné et que je vais me plaindre en disant je suis triste, 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 oui,
Ma copine va m'entendre, mon mari va m'entendre. Et je suis abandonné globalement, admettons, parce que j'ai perdu mon père ou ma mère, j'en sais rien. Mais exprimer cette tristesse ne va jamais rien changer. Afficher cette tristesse en s'habillant en noir ne va jamais rien changer. Je ne vais pas pouvoir faire le deuil. Si je continue à exprimer, je suis triste. Ce qu'il faudrait exprimer pour sortir de la tristesse, c'est je suis abandonné. Mais c'est tellement douloureux de prendre conscience de ce mot-là, de ce qu'il peut faire en termes de ce qu'il peut générer en termes d'émotion, qu'il est plus socialement acceptable de parler de ses émotions. Il est socialement acceptable d'avoir peur, d'être en colère. D'être en joie, c'est encore autre chose, c'est positif, donc ça ne nous intéresse pas, mais euh, d'être dégoûté. Oui, ça c'est socialement acceptable, mais avouer devant tout le monde de je suis perdu, je suis nul, ou il m'a souillé, non, ça c'est douloureux. Et on garde. Et donc on garde notre émotion parce que notre ressenti n'est pas exprimé. Ok, ça c'est la base. C'est la base et c'est ce qu'il faut avoir en tête quand on commence à travailler en TEFT, enfin, à apprendre la TEFT, c'est que l'émotion de mon consultant, je m'en fiche. Je vais lui poser la question, ok, quand tu es en colère comme ça, c'est parce que tu te sens quoi? Et là, on aura la réponse. Bah, c'est parce que je me sens pas écouté. Ok, et quand t'es pas écouté, tu te sens? Bah, je me sens pas important. Ok, et quand t'es pas important, tu te sens? Je me sens nul. Je me sens rien. Je me sens rien. Ah, ok. Et ben c'est là le problème. Surtout dans la colère. En particulier dans la colère. C'est pour ça que je prends un exemple en premier, parce que la colère nous permet d'atteindre un état physique émotionnel de puissance. D'accord, hein, quelqu'un qui est en colère, il fait peur. Donc il est dans sa puissance. Se mettre en colère, c'est s'éloigner au maximum de l'impuissance qu'on a vécue. Vous me suivez toujours? Si je me mets en colère, je m'éloigne au maximum de l'impuissance que j'ai vécue, donc je suis très 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 loin de la source de ma douleur. Et plus j'en suis éloigné, moins elle va me toucher, moins elle va me faire mal. La colère, je peux l'exprimer. C'est les autres qui vont la prendre dans la figure, c'est pas grave. Je le sais, j'étais un grand colérique avant, donc je sais comment ça marche. J'étais un grand colérique parce que j'étais un grand impuissant. Mais c'est tellement douloureux d'être impuissant pour nous, êtres humains, que la seule façon de ne pas toucher l'impuissance, c'est de se mettre en colère. Pareil, la culpabilité. Si je suis coupable, c'est parce que je suis impuissant et profondément impuissant. Pourquoi? La culpabilité nous permet d'avoir un pseudo-pouvoir. Mon enfant est mort parce qu'il a traversé la route sans que je le surveille. Et si je reste coupable de ça, j'ai la le pseudo-pouvoir d'avoir autorisé à ce qu'il s'en aille. C'est pas j'ai rien pu faire, il m'a échappé et il est mort. Ça, c'est horrible. C'est profondément horrible d'être des êtres impuissants devant ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que biologiquement, on est construit avec des muscles qui sont basés sur un squelette, donc on a la puissance de faire bouger nos membres. Être impuissant, c'est nier notre propre existence d'être humain biologique. Vous me suivez? Si je suis impuissant, c'est que j'ai aucun muscle, j'ai aucune action sur rien. Et ça, c'est la plus profonde des dévalorisations. C'est celle qui va piloter toute notre vie, piloter toute la vie de tout le monde. C'est l'impuissance. Pour contrer cette impuissance, pour ne pas être impuissant dans le cas où il arrive quelque chose, on va dire c'est de ma faute. Alors, quand j'ai laissé s'échapper mon enfant, c'est de ma faute. Je suis coupable, d'accord. Mais quand mon enfant est tombé en vélo, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je suis coupable? Non, je suis juste impuissant à leur protéger de sa douleur. Alors oui, je mets des protections. Comme ça,
Je combats cette impuissance. Il risque pas de se faire mal. Je ne vais pas être celui qui va être impuissant à le protéger de sa douleur. D'accord. Mais la protection a une limite. S'il dévale une grande, grande, grande pente et qui finit à 50 à l'heure dans un arbre, il va se faire mal. Et je serai impuissante à l'avoir empêché de faire cette chose-là. Et ça va être horrible pour moi parce que je vais être coupable. Je ne vais pas avoir fait ce qu'il fallait pour le protéger. Rappelez-vous, rappelez-vous, non, je vous le répète, que notre but d'être humain, archaïquement devant l'espèce humaine, c'est de protéger nos enfants pour qu'ils puissent faire des enfants et que l'espèce puisse perdurer. Si je laisse mon enfant se blesser, je n'ai pas agi dans le sens de la protection de mon enfant. Donc mon impuissance va être d'autant plus énorme que je suis coupable. La culpabilité nous empêche d'être impuissants, de toucher cette douleur d'avoir été impuissant. Et il y a des gens qui sont spécialistes de la culpabilité. J'appelle ça les victimes. Ils sont atteints de victimite. Tout est de leur faute. Et ils sont coupables, coupables, coupables. Les pauvres, tu comprends, j'y arrive pas, je sais pas faire, je saurai jamais faire, etc. Les victimes vont venir chercher la bienveillance, l'écoute et le rassurage, je ne sais pas si ça se dit vraiment, par les autres. Pourquoi? Parce que les victimes sont des personnes qui n'ont jamais été écoutées, rassurées par leurs propres parents, qui n'ont trouvé de l'intérêt dans les yeux de leurs parents que s'ils étaient malades, globalement. On s'occupait de moi que si j'étais vraiment malade. Le reste du temps, je comptais pas, je pouvais faire ma vie, on s'en foutait. Donc ces gens-là vont devenir victimes pour arriver à récupérer encore et encore d'intérêt de leurs parents. Ces gens-là vont potentiellement toujours être les premiers coupables de l'histoire pour ne pas toucher leur impuissance à se faire aimer par leurs parents. On revient là encore sur Y%. D'accord? Si j'ai peur, c'est que je me sens perdu. Pourquoi? Parce que ne pas avoir de repère, c'est ne pas avoir de sens, ne pas savoir quoi faire, quel est le prochain pas, ne pas pouvoir avancer, donc ne pas pouvoir se mettre en mouvement pour changer quelque chose. On est encore dans l'impuissance de changer quelque chose. Être abandonné, c'est le volet affectif. Si je suis abandonné, c'est que je ne vaux rien affectivement. C'est pas socialement, c'est pas physiquement, c'est affectivement. On a deux, enfin, il y a une immense palette des valos, d'accord? Il y a les dévalos, je ne vaux rien, les dévalos physiques de je suis incapable de faire ça physiquement, la dévalo, je suis incapable de me faire aimer. Cet abandon qui envoie la tristesse, elle est pire que tout parce que si je suis abandonné, c'est que je ne vaux rien, je ne suis pas aimable. Et nous, on a besoin, être humain, d'être aimable, de sentir qu'on est aimable. On verra comment ça se déclenche, à quel moment, etc. C'est OK pour vous? Donc, j'ai une émotion, cette émotion, elle prend sa source inconsciente dans mon ressenti. Donc, tant que je ne travaille pas sur le ressenti, je ne travaille pas sur la source de ce qui me perturbe dans ma vie sociale. Quelqu'un qui est triste parce qu'il ne fait pas le deuil, il se sent juste abandonné. Euh, ok. C'est relativement facile. Mais on va pas travailler l'abandon. On va travailler le qu'est-ce qui lui manque de la personne qui n'est plus là pour lui donner. Et là, on va remonter à la source du ressenti, en fait. Donc, on va descendre de plus en plus profond avec la TEFT dans les sources des ressentis, et c'est ce qui nous intéresse. Si je trouve la source du ressenti, je la répare, je n'ai plus le ressenti, donc il n'y a plus l'émotion, donc ma vie va bien. Ok? On va voir là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de la maladie? C'est la même chose. Parce que ce ressenti me donne une émotion, mais va potentiellement me donner une réaction biologique pour réparer ce ressenti. Et c'est là que va naître la maladie. Je vais revenir en arrière là-dessus, parce que j'ai avancé bien, bien plus loin sur ce que je dois. Tac, 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 tac. OK. On va s'intéresser là à cette partie-là, Z%, du décodage biologique. Et on va s'intéresser en particulier au décodage biologique des maladies. C'est l'introduction là, avant manger. Le décodage biologique Juste, des maladies, c'est une autre façon d'aborder la maladie. attends, est-ce que je peux juste te poser une question? Quand Ouais. tu parles des ressentis,
Ouais. à questionner, ok, tu ressens ça, mais à quoi ça te fait penser, etc. Non, Euh, non, non, non. enfin, C'est super que- précis. oui. Non, On pardon. verra, on C'est verra. parce que j'ai voulu aller vite, mais Ouais, ben voilà. Mais c'est une erreur assez courante. C'est qu'est-ce que tu ressens quand tu as cette émotion-là? hmm, Et pour donner la réponse, c'est je me sens quoi? oui. Et en fait, justement, c'était en amont, au départ de tout ça, comment on fait face à une personne qui, bah, je sais pas, qui n'arrive pas à Alors, écouter ses ressentis. très bonne réponse qu'elle te fait, c'est je sais pas. Et quand elle dit je sais pas, elle cherche là le ressenti. Le ressenti, il est là. Je sais pas, c'est qu'elle cherche dans sa tête à comprendre. Mais je me sens, c'est là que ça se passe. Et donc, Donc, on va tu veux dire l'aider. que, voilà. Voilà, on va l'aider à creuser. Ça, c'est l'exercice de cet après-midi ou de demain. On va l'aider à creuser petit à petit, à descendre étage par étage jusqu'à son ressenti. C'est un travail en soi, au tout début, en tout cas, que vous avez à apprendre à faire au niveau 1, que vous ferez presque plus au niveau 2, puis encore moins au niveau 3, parce que vous aurez déjà les hypothèses qui vont être confirmées de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle ressent, pourquoi. Et vous n'aurez plus besoin de lui faire exprimer son ressenti, vous aurez juste besoin de lui faire valider une fois votre analyse sera faite. Donc on va revenir sur le ressenti, comment on fait, etc. Vous allez faire l'exercice d'ailleurs, vous ensemble cet après-midi, donc c'est facile. Donc la maladie. Euh, donc le décodage biologique, c'est une autre façon d'aborder la maladie, c'est-à-dire d'explorer le pourquoi on devient malade. La médecine s'occupe du comment on devient malade. La médecine, elle dit, j'ai mal à la gorge, comment? Parce que c'est irrité, donc il faut des- il faut apaiser cette irritation. Ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi c'est irrité. Pourquoi ma biologie, elle a dit, ok, c'est irrité. Et bien, c'est là qu'on rentre dans le principe du fonctionnement, notre principe du fonctionnement inconscient. Alors, quand je vis un choc émotionnel, on verra, on le définira après, il va imprimer un ressenti. Un ressenti, par exemple, de il faut faire vite, 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 parce qu'il s'est passé quelque chose à cause de ça allait trop doucement. C'est très vague, hein. Un ressenti de je ne vaux rien. On m'a pris ma place de parking bah, c'est normal puisque j'ai pas de valeur, je vaux rien, donc il prend la place et puis j'ai rien à dire. On m'a pris mon poste au travail, on m'a pris ma femme, on m'a pris mon mari, bah, je vaux rien. Et puis avoir un ressenti de c'est dégueulasse de me faire ça. Qu'est-ce qui est dégueulasse de me faire? C'est par exemple ma sœur qui me dit, qui m'accuse de vouloir séduire son mari. Ça, c'est dégueulasse de me faire ça. Ma sœur, je la monte sur un piédestal, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur, et elle m'accuse de draguer son mari, mais c'est vraiment dégueulasse. Et c'est mon ressenti. C'est la phrase du ressenti. D'accord? Euh, hmm, ouais, on verra ça après du coup. Euh, le docteur Hammer, en Allemagne en 1980, a euh, élaboré cette théorie que je vous donne comme ça. On verra l'élaboration après. Selon lui, dans notre cerveau physique, d'accord? Le cerveau avec la moelle cérébrale, le cortex, le tronc cérébral, etc. Il y a des zones qui vont correspondre au ressenti. Le ressenti de c'est dégueulasse de me faire ça, il va atterrir dans le tronc cérébral, d'accord? Le je ne vaux rien, il va atterrir dans la moelle cérébrale, le vide, vide, vide dans le cortex frontal. Ok, c'est des zones, il y a des plans, il y a des cartes. On les a en formation et on s'en sert d'ailleurs, parce que son travail a été bien fait. Et ce cerveau, c'est qu'une interface avec notre biologie. Chaque zone de notre corps correspond à une zone du cerveau qui elle-même correspond à un ressenti. Donc, dans mon tronc cérébral, quand je ressens c'est dégueulasse de me faire ça, j'ai quelque chose qui s'allume et qui va déclencher quelque chose sur l'organe qui correspond à c'est dégueulasse de me faire ça. Et l'organe qui correspond à c'est dégueulasse de me faire ça, bah, c'est le côlon. Parce que c'est là que c'est dégueulasse. Ça a l'air basique et simple, et c'est basique et simple. C'est basique et simple,
Mais c'est terriblement efficace. Parce que justement, pour moi, c'est notre inconscient qui pilote ce cerveau interface qui va faire intervenir notre biologie. On va avoir un problème de côlon, irritation du côlon, gastro, quoi que ce soit, gastro, diarrhée, j'entends, quoi que ce soit, parce que c'est l'organe qui correspond le mieux à c'est dégueulasse de me faire ça, qui correspond le mieux au ressenti. Je vais déclencher une maladie sur les os, ici, parce que à travers le cerveau qui fait interface, il y a pas de sens, c'est mécanique, c'est moelle cérébrale, hop, os, mais c'est surtout le ressenti de je ne vaux rien. Si je n'ai pas de valeur, la seule valeur, la seule chose qui reste de moi après ma mort, ce sont mes os. On trouve des squelettes, c'est les traces de notre passage sur Terre, d'accord? Et en même temps, si mes os n'existent pas, à quoi je ressemble? À un tas d'organes posés par terre, incapables de faire aucun mouvement puisqu'il n'y a aucun appui. Nos muscles s'appuient sur les os pour faire les mouvements. Donc cette valeur, elle est symboliquement dans nos os. On n'est pas fort parce qu'on a de gros os. On est fort parce qu'on a de gros muscles. Et ça, c'est la puissance, c'est pas la valeur. Mais la valeur, c'est nos os. Donc je vais faire de l'ostéoporose quand j'ai le ressenti de je ne vaux rien. Et quand est-ce que je ne vaux rien dans la période normale où vient l'ostéoporose? Eh ben, c'est quand je ne vaux plus rien parce que je suis ménopausé. Je n'ai plus la valeur de concevoir, de faire naître des enfants. Je ne suis plus potentiellement maman, je suis juste redevenu femme. Mais si ma valeur de femme, elle est nulle parce qu'on n'a jamais élevé ma valeur de femme, je me retrouve à la ménopause à me confronter à, eh ben, je vaux rien. Donc, je fais de l'ostéoporose, c'est-à-dire que ma biologie va commencer à ne plus euh, permettre la régénération des os, puisque toutes les cellules de chaque organe se régénèrent régulièrement, celles des os y compris. Donc les cellules osseuses vont arriver à terme de leur vie, vont mourir, mais elles ne vont pas être remplacées. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine d'alimenter un système qui ne sert à rien. Je ne vais pas créer de l'os si ça sert à rien. Mon inconscient va aller alimenter avec tout ce que je mange, tout ce que je fais et tout ce que je fais pour vivre des systèmes organiques qui sont utiles. Si je ne vaux rien, bah, c'est pas la peine d'augmenter la valeur. Donc j'arrête d'alimenter les os. Et je fais l'ostéoporose. Donc globalement, en ostéoporose, quand on vient me voir, il y a de fortes chances que c'est une histoire de valeur féminine. Chez une femme ménopausée, bien sûr, ou chez une femme qui approche de la ménopause. Parce qu'on va voir ça aussi ce week-end. Il y a ce qu'on appelle le conflit de peur. Si j'ai peur que quelque chose arrive, je suis déjà dans le ressenti de ça va arriver. Donc la peur de la ménopause, c'est la peur de ne plus pouvoir biologiquement avoir d'enfants. J'ai pas envie d'avoir des enfants, d'accord? Mais ma valeur n'a toujours été qu'en tant que mère, qui s'occupe de ses enfants. Si mes enfants s'en vont de la maison, je m'occupe plus d'eux, et juste ça, je perds toute ma valeur de mère. Parce qu'en plus, ils sont partis à l'autre bout de la France ou du monde, ils viennent voir toutes les... la Saint-Glinglin. J'ai plus de valeur de mère. Ils m'appellent pas, ils n'ont pas besoin de moi. Et moi, ma seule valeur, c'était d'être mère. Dans ce cas-là, je suis d'ostéoporose. Parce que ma valeur tombe. Ma valeur tombe. J'ai pas dit ma valeur de mère, j'ai dit ma valeur tombe. Parce que ma seule valeur, elle est d'être mère. Si mon autre valeur, c'est d'être femme, tranquille. Mes enfants peuvent s'en aller de la maison. Je suis femme et je reste femme et j'ai aucun problème de dévalo. D'accord? Et ça, c'est automatique. Et cette interface-là, on ne peut pas la maîtriser. Celle-ci, on ne la change pas. D'accord? La seule chose sur laquelle on a un poids, c'est le ressenti. Donc, quand quelqu'un a un problème d'ostéoporose, je vais chercher en quoi cette personne ne vaut rien. Et je vais travailler sur la source du ressenti. Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là de ma vie, je ne vaux rien? Qu'est-ce qui fait que quand mes enfants s'en vont de la famille, de la maison, je ne vaux plus rien? Ben, certainement parce que j'ai pas été élevé dans la valeur d'autre chose que élever des enfants. Donc,
Ça veut dire qu'enfant, on m'a pas donné une valeur de femme et d'être humain suffisante, à part celle d'élever des enfants. Donc je vais aller voir ce qui s'est passé en tant qu'enfant avec mes parents. Et là, j'ai l'histoire classique de on est 8 à la maison, je suis la sixième, c'est un numéro parmi les autres, j'ai personne à des câlins parce que maman est occupée par le septième et le huitième qui viennent de naître, par son propre boulot qu'elle a repris parce que papa, il arrive à être vieux, il travaille moins bien, donc il est malade et du coup, il faut travailler. Bref, les histoires classiques d'enfants qui ne sont pas considérés, pas aimés, pas valorisés dans leur propre contexte. Ça, c'est propre à chacun. Mais nous, rechercher, pourquoi? Pourquoi je ne vois rien? Bah, comment? Comment? On s'en fout. Comment? C'est la médecine qui s'en occupe, elle nous donne des médicaments. Et la maladie vous fait d'ostéoporose. Comment? Bah, parce que vous ne renouvelez pas vos cellules osseuses. Donc, il faut prendre des vitamines D, puis vous mettre au soleil. Ouais, mais si ma biologie, elle me dit je vois rien, bah, ça marche pas en fait. Donc, je suis obligé de passer par la source du ressenti. Je règle la source du ressenti et boum, mon système osseux se remet en route et ça marche très bien parce qu'il est censé fonctionner encore quelques dizaines d'années après ma ménopause, mon système osseux. En tout cas, mon système de renouvellement des cellules. Donc, oh, ça, c'est la théorie du docteur Hammer, 1935-2017. Il a créé la médecine nouvelle en 1981 suite à son aventure. Je reviens sur l'aventure. Il a créé le courant du... Alors, Claude Sabat, Gérard Attias, Christian Flech, Edmond Sellam, Marc Fréchet étaient tous les cinq, parmi d'autres, je pense, des élèves directs de Dr Hammer qui a proposé cette idée-là et ils ont suivi les préceptes de la formation, je ne sais pas exactement sous quelle forme ça a eu lieu, de, du Dr Hammer. En fait, ils s'en vantent pas parce que la médecine nouvelle du Dr Hammer, elle est considérée comme secte, réellement, d'accord? Euh, Juridiquement, la médecine nouvelle, c'est une secte. C'est une secte parce que Dr Hammer, il a fait n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, et on va en parler. Et du coup, les autres en dessous ont plutôt tendance à pas parler de leur historique, parce que c'est pas la bonne presse. D'accord? Sauf que lui, il a quand même posé les bases du décodage, et chacun en a fait ce qu'il voulait. Claude Sabaj et Aratias ont créé la biologie totale. Eux, ils fonctionnent de cette façon, ils vont vous faire prendre conscience euh, euh, extrêmement rapidement, perspicacement, ils sont très très forts en décodage, mais pour eux, la prise de conscience, elle suffit à réparer. Or, pour moi, je ne dis pas à quelqu'un d'autre, mais pour moi, la prise de conscience, c'est améliorer de 20% l'état du consultant, ou alors résoudre complètement le cas dans 20% des cas. Mais c'est que 20%, d'accord? J'ai, moi, suivi quelqu'un qui m'a parlé de Christian Flech, je ne connaissais même pas les autres à côté, d'accord? J'ai, moi, suivi quelqu'un, donc, en méthode Poyer, qui nous a parlé du décodage biologique de Christian Flech. Et je suis rentré dans dans cette école-là sans me poser la bonne question. Et il s'est trouvé que Christian Flech, lui, il n'était pas médecin, comme étaient ces deux-là. Tous les deux étaient médecins, il était infirmier. Et en tant qu'infirmier, il était plus proche des gens, plus proche de leur écoute, plus proche de l'attention qu'il peut leur porter. Et il s'est rendu compte que la prise de conscience était bien, mais que s'il pouvait les accompagner à exprimer des choses, c'était encore mieux. Ça marchait encore plus fort. Et donc, Flech a développé ça, son décodage biologique pratique, c'est déposé aujourd'hui. J'ai vu Salomon Selam en formation avec Flech, j'ai vu Flech utilisait les outils de Marc Fréchet, donc ils sont tous dans ce même courant. Et la TEFT, elle vient de ce courant-là. D'accord? L'idée de départ. Dr Hammer, en 81, il perd son fils qui est abattu par une balle perdue d'un chasseur. L'histoire, c'est ils sont sur un lac. Son fils a 21 ans, je crois, un truc comme ça, quand ça arrive. 35, 21, 80, 60, ouais, c'est assez logique. Euh,
Il prend la balle perdue d'un chasseur. Ils sont sur une barque au milieu d'un lac et ils se vident de son sang avant qu'ils arrivent au bord du lac pour faire quelque chose. Il n'y a pas de portable à l'époque, donc le temps que les pompiers arrivent, bref, son fils meurt. Grand drame, parce que son fils est mort sous ses yeux, enfin ses yeux et ceux de sa femme. Ok. Quelques mois après, lui, il est médecin. Il est médecin cancérologue. C'est important de préciser ça. Quelques mois après, il déclare un cancer des testicules et en même temps, sa femme un cancer du sein. Et là, il se dit, mais attends, testicules, c'est pour faire des enfants, sein, c'est pour nourrir les enfants. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec ce que je viens de vivre? Et il va reprendre une grosse partie, je ne sais pas exactement combien, de ces dossiers de ces patients, et il va chercher dans leur histoire, dans le dossier, s'ils n'auraient pas vécu quelque chose qui aurait pu créer, en tout cas sur lequel il pourrait trouver un lien entre le type de leur cancer et leur histoire. Ce qui peut pas, ceux où il n'y a pas de lien dans le dossier, il les questionne et il obtient la réponse. Et c'est là qu'il fait l'hypothèse que, tiens, si je vis quelque chose de dramatique, que ça m'impacte moi, mon cerveau va faire le lien entre ce que je ressens et les organes qui correspondent à ça, donc vont déclencher quelque chose dans mon corps. Il a bien compris aussi que un cancer, c'est souvent soit dans un sens, c'est-à-dire ça crée des cellules en surnombre, c'est la tumeur cancéreuse, ou alors ça creuse et ça vient détruire l'organe. Donc, soit je crée de l'organe qui va m'aider à faire plus d'enfants avec mes testicules, d'accord? Ou je creuse l'organe qui me sert à nourrir l'enfant, dans le sein par exemple, où je vais creuser les canaux galactophores qui me permettraient de nourrir mon enfant parce que je suis incapable de nourrir mon enfant pour qu'il survive. Puisque la mère, dans l'histoire, elle est dans la barque avec eux et elle est incapable de faire quelque chose pour que le sang reste dans son enfant. Donc le nourrir, remplacer son sang qui est en train de sortir. C'est son ressenti à l'époque. Et Hammer, quand il prend conscience, eh ben, il guérit de son cancer. Donc pour lui, ça marche. Il oublie un petit peu que sa femme meurt de son cancer. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'il avait 50% de réussite et il en a fait une théorie. Et c'est là qu'il est parti sur l'idée de prendre conscience, ça suffit, ce qu'ont fait Claude Sabat et Gérard Attias, mais que Christian s'est dit oui, ça suffit, mais bon, sa femme est morte, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Ok. Et c'est en ça que la biologie, la médecine nouvelle, pardon, est une secte, c'est qu'elle va affirmer que si tu as tel cancer ou telle chose, c'est que tu as vécu tel ressenti, retrouve-le dans ton histoire et tu comprendras. La biologie totale, elle fait pareil. Ils sont extrêmement performants sur le décodage, hein. Ça, c'est des personnes, pour ça, je les admire. Mais ils comptent que sur la prise de conscience. Ils sont restés dans le côté médecin, on va dire, plus intellectuel que l'infirmière qui est plus proche de ses patients. Et dans cette idée où la tête va diriger, j'ai pris conscience, donc c'est réglé. Et c'est pour ça que les deux courants sont assez mal vus. Euh, Christian Fieschi, lui, a eu des procès. J'ai la tenue complète de tout son procès, où on l'accuse de suivre ce genre de choses et de faire des choses négatives avec ses consultants. Et Christian Flech, il est clairement dit, je leur fais prendre conscience. Je les accompagne à exprimer, mais je ne fais rien. Je n'impose rien. Les gens font ce qu'ils veulent. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mon idée, c'est de les accompagner, exprimer leur ressenti. Et ça suffit. Donc, il sera relaxé de ça, c'est, terminer l'accusation. Mais n'empêche que moi, pour me prévenir de tout ce genre de choses, là où la médecine nouvelle et la biologie totale sont mal vues, l'association de décodage biologique est très vite faite avec les trois autres, donc j'en parle un minimum dans toutes mes présentations. Je ne vais utiliser cet outil que pour les gens qui sont dans l'information, puisque c'est plus prendre le risque de se faire mal voir alors que légalement, il n'y a plus aucun problème, plutôt qu'autre chose. Il vaut mieux éviter les amalgames. Bref, l'idée, surtout, c'est que mince,
je tombe malade parce qu'il y a un ressenti qui n'est pas exprimé, que ma biologie est la seule façon d'exprimer ce ressenti. Pourquoi? Parce que ce ressenti me bouffe à l'intérieur et euh, on va dire mon état interne, mon état conscient, ma faculté à vivre dans la société avec ce ressenti, c'est dégueulasse de me faire ça, pourquoi elle dit ça? Eh ben, se dégrade. Donc je me mets en danger, moi, physiquement, de mauvaises euh, concentration simplement. Ah, Marie, ça fait des traces. Je me mets en état de mauvaise concentration, donc je me mets en danger. Donc pour ne pas me mettre en danger, ma biologie doit soulager cette expression qui n'est pas faite verbalement. Elle va la soulager en l'exprimant biologiquement, puisque mon inconscient n'a accès qu'à ma biologie. D'accord? Et on va voir tout à l'heure que si je me mets à l'exprimer, à le faire reconnaître, ma biologie n'a plus besoin de l'exprimer, donc la maladie cesse. C'est le principe. Alors oui, Marie, j'ai besoin que tu effaces les traits que tu as faits. Bon, ils sont pas trop gênants, mais si tu peux effacer tes traits verticaux. Oui, vous avez la main en cliquant dessus. C'est peut-être juste tes doigts, je ne sais pas comment faire, mais ça va rester tout le temps sinon. Donc, ce qui est important, euh, c'est que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Stéphanie. Je vais vivre la maladie parce que ça a un sens que je vive ça. Oui, la maladie a une intention positive. D'accord? Donc, si je suis malade, si ma biologie exprime quelque chose, c'est pour que je me rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon inconscient et que je puisse trouver la source de ce qui ne va pas pour que la maladie s'arrête. Elle vient me dire, attention, il y a quelque chose que tu n'as pas réglé. Et Jung disait ça déjà, nous ne sommes pas là pour guérir nos maladies sont là pour nous guérir, dans le sens, nous guérir de nos conflits inconscients qu'on porte. Donc Jung n'avait pas du tout la notion de décodage biologique, mais il avait bien compris que ces maladies, elles avaient un sens, qu'elles étaient un signal extérieur. C'est un peu comme si le téléphone sonne, euh, le vieux téléphone avec le cadran et le fil, hein, il sonne et c'est mon inconscient qui est là à me dire t'as pas réglé le problème de ce que t'as dit ta sœur il y a 3 mois, faut que t'en occupes. Ah, ok, bah, je vais m'en occuper. C'est à ça qu'elle sert la maladie, d'accord? C'est ce téléphone qu'on décroche. Maintenant, pour nous, c'est très facile de raccrocher déjà, je veux pas entendre, parce qu'il va falloir que j'affronte ma sœur et tout, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit de moi, et, c'est très compliqué. Ça va m'amener à travailler sur plein de choses, à bouleverser peut-être l'équilibre familial, donc oui, je fais l'autruche. Ou alors, il y a des médicaments qui sont là, qui vont aller travailler sur ce- cette diarrhée, pour Mhm. empêcher la diarrhée, et eux, c'est comme s'ils venaient euh, couper le fil qui va vers le téléphone. La médecine va couper le fil qui fait sonner le téléphone. Elle va enlever la maladie, mais pas la cause de la maladie. Ce qui veut dire que si on reste dans cette histoire de c'est dégueulasse, ce que m'a dit ma sœur, et que je ne peux plus l'exprimer biologiquement, eh bien forcément, je vais devoir l'exprimer différemment. Mon inconscient va trouver une autre porte avec un autre ressenti qui va aller agir sur un comportement, sur des relations, sur encore plein de choses. D'accord? Donc ça, c'est basé là-dessus. Cet exemple de deux sœurs qui accusent euh, la consultante de draguer son mari, je l'ai eu, c'était pas pour un côlon, c'était pour un ulcère à l'estomac. On a, on est reparti sur l'ulcère. Je sais que l'estomac sert à digérer des choses. OK? Il y a un ulcère parce qu'il y a une hyperacidité de l'estomac et la raison inconsciente d'une hyperacidité de l'estomac, c'est que j'ai un énorme truc à digérer. Ah oui. Si j'ai un énorme truc à digérer, il faut faire une hyperacidité pour le digérer mieux. C'est juste logique. C'est pour ça que le mot décodage biologique, en 2 mots, il me va encore mieux, parce que c'est bio et c'est logique. D'accord? Donc, quand je lui demande quel énorme morceau elle a eu à digérer dans les 2, 3 mois qui ont précédé, elle va dire, ah bah, c'est ma sœur qui me dit que je suis en train de draguer son mec. Ça n'a pas de sens. Enfin,
Comment elle peut penser ça? C'est tellement énorme que, oh là là, vraiment, elle est dans cette expression-là. Ok. Eh ben, je la replace dans son histoire, je la replace dans cette position de petite sœur face à grande sœur qui est sur le piédestal, et on remonte à son histoire de ma grande sœur a plus de valeur que moi parce que maman lui accorde plus de valeur. Donc j'ai moins de valeur que ma sœur, et quand elle, qui m'a protégé jusque-là, elle m'accuse de lui faire du mal, c'est l'enfer. C'est l'enfer, ça vient réveiller ce truc. Ben, c'est énorme qu'elle me dise ça, c'est pas possible. Moi qui ne rêve que d'elle et que d'être à sa place, c'est tellement énorme ce que j'ai à digérer que je fais l'ulcère. On va régler ça dans la séance et elle ne reviendra jamais me voir puisque son ulcère a disparu 3 jours après. Oui, parce que ça, c'est l'acide qui est fourni par tous les calculs digestifs, par tous les canaux qui vont alimenter l'estomac et la biologie, elle va arrêter de produire, donc l'hyperacidité s'arrête et puis c'est réglé, c'est tout seul. Elle arrête ses médicaments et c'est fini. 15 jours après, elle n'a plus d'ulcère alors que ça faisait des mois que ça durait. Donc, trouver le ressenti, le faire exprimer, trouver le sens de pourquoi j'ai ce ressenti-là, c'est magique. C'est magique parce que je vais empêcher mon inconscient de mettre en place la solution biologique. Et je réponds à l'intention positive de la maladie, c'est regarde, il y a quelque chose qui ne va pas, qui a à voir avec digérer quelque chose d'énorme. Donc, le tableau de décodage, il est très précis, parce que chaque organe a sa propre fonction biologique, il n'y en a pas deux qui ont la même fonction, d'accord? Et quand on a réussi à comprendre le principe du décodage, on peut du coup accueillir n'importe quelle maladie en cabinet, on regarde ce que l'organe veut dire, à quoi ça correspond, quel ressenti, on fait des propositions, on trouve le ressenti, on le fait exprimer, et ensuite on va avec la PNL apporter les solutions pour que ce soit réparé. On règle le problème. Quand tu dis on pose la question de ce qui s'est passé dans les 2, 3 mois Ouais, précédemment, c'est une règle, par exemple? non, C'est deux, c'est trois pas une mois? règle, Non. ça dépend des maladies, ça dépend de plein de choses en fait, il y a différentes choses. Une diarrhée, ça va naître dans la nuit. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est dégueulasse que vous avez vécu hier, quoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti comme dégueulasse que vous avez vécu hier? On a la réponse. D'accord? Plus la maladie est légère, j'ai envie de dire, euh, moins il y a de temps que ça s'est passé. Pour un cancer, on va chercher dans les 3 mois, parce que ça met quand même 3 mois à s'installer, avant d'avoir quelque chose qui puisse être remarquable et qui puisse créer des douleurs. Donc, on ne va pas forcément chercher à partir de la date de détection du cancer, mais à partir de la date où les premiers symptômes sont arrivés. Parce que quand on commence à avoir des symptômes, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe déjà depuis longtemps. OK? Euh, donc, on peut dire que la maladie, c'est une solution d'adaptation. Et on va rester là. Une huître avariée, ça donne mal au ventre. Et l'adaptation de cette huître avariée qu'on a avalée, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, ça m'est arrivé une fois, hein. C'est radical. On passe par toutes les couleurs, toutes les températures, et alors là, on va vomir dans le quart d'heure qui suit. C'est immédiat. Et c'est une défense de l'organisme contre une attaque de quelque chose qui n'est pas digérable. On ne peut pas digérer du travail. On va être malade, donc notre biologie se défend. Le coup de soleil, c'est une adaptation. On prend trop le soleil pour éviter de griller la peau. On va passer en version coup de soleil pour que la peau soit protégée la prochaine fois que le soleil arrive pour pas que ça se reproduise. Et surtout, si on expose au soleil progressivement, on va bronzer. Ce bronzage nous empêche d'être brûlé les coups d'après. On va adapter notre biologie à l'agression qui est faite. D'accord? Noujouze, je t'invite à ouvrir ton micro quand tu as besoin de parler, plutôt que lever la main parce que je suis pas sûr que je la vois à chaque fois. Question, c'est quand l'expression des ressentis, il est déjà
pas possible pour l'inconscient ou Alors, j'ai le pas conscient. compris le début de ta question, pardon. En fait, tout ton travail, c'est pour exprimer. Ouais, Et quand déjà ça, c'est pas possible. c'est toujours possible. Oui, mais pour la personne que pas possible. Alors, euh, il est dans une séance thérapeutique toujours possible d'exprimer son ressenti. Dans sa vie de tous les jours, non, bien sûr. C'est bien Ah, pour ça qu'il y a le problème. D'accord? Et mm, c'est pour ça que tu vas développer des maladies. Parce que c'est pas possible d'exprimer ton ressenti. Mais dans la séance thérapeutique, oui, c'est possible. C'est ton ok. boulot de thérapeute de créer l'espace justement pour ça. D'accord. Mais on peut pas leur apprendre de le faire. Apprendre à qui? Au consultant? Oui. Bien sûr que si, on peut leur apprendre, mais ils n'ont pas forcément toujours les ressources pour le faire. Ils ont Ah, ils ont pas toujours l'espace de sécurité pour faire ça. C'est pour ça que autant je forme les gens à comprendre, à analyser et à travailler sur eux, mais je les forme surtout à avoir la meilleure posture thérapeutique possible pour accueillir au mieux et créer l'espace nécessaire pour que les gens puissent venir exprimer leurs ressentis. d'accord. Un thérapeute TEFT qui est extrêmement performant dans sa tête, qui sait très bien analyser, qui sait très bien faire les hypothèses, mais qui est incapable d'être tranquille pour proposer un espace de sécurité, il m'intéresse pas. C'est pas un bon thérapeute. D'accord. Un bon thérapeute qui peut accueillir, à qui on vient livrer ses ressentis, euh, euh, plutôt qu'un technicien pur à qui on ne livrera jamais rien parce qu'il n'est pas ouvert à ça, quoi. Ok. Et c'est pour ça qu'une des pubs que j'ai faites, elle est autour de ça, c'est que si vous êtes déjà la personne à qui on vient raconter ses malheurs, c'est que c'est déjà ouvert chez vous, c'est déjà accueillant chez vous. Donc on vient déjà vous le raconter, donc vous avez déjà la base pour être un excellent thérapeute. Et cette base-là, elle est super importante parce qu'elle va difficilement s'apprendre. Euh, j'ai pu devenir thérapeute, moi, parce que depuis tout petit, j'avais appris à être ouvert complètement aux signes d'amour de ma mère. Parce qu'en fait, ce qu'elle me donnait n'était pas dirigé vers la bonne personne de la bonne façon. Donc il fallait que je fasse le tri là-dedans. Donc j'étais très sensible à ceux qui étaient vraiment des vrais signes pour moi. J'ai appris à ouvrir et à accueillir, du coup. Et tout le monde n'a pas fait ça. Tout le monde n'a pas ce parcours-là. Donc, j'ai très, très, très souvent dans la formation des gens à qui on vient déjà raconter leur malheur ou qui ont déjà une petite sensibilité de ce côté-là, qui sont, comme j'ai vu, infirmières, kinés, etc., etc., qui sont déjà dans l'accompagnement. Et c'est parfait parce que c'est vraiment les meilleurs profils. Je dis pas que les autres, c'est pas possible, hein, mais ce sera quelque chose à développer, à travailler, ce qui est parfaitement possible, je l'ai vu plein de fois, mais qui demande un switch particulier à un moment. C'est plus facile pour quelqu'un chez qui c'est naturel de le faire après au niveau professionnel. Y arriver. Donc, la cause, l'effet. Euh, Ce qui est important, c'est de comprendre que ma biologie va se défendre contre une agression. D'accord? Elle va trouver la solution biologique à quelque chose de pas confortable. Eh bien, émotionnellement, c'est pareil. Parce que notre corps concret, notre psychisme, qui est dans l'abstrait, la réalité émotionnelle, et notre cerveau, font une triade. Et l'interface cerveau va faire le lien entre le corps concret et le psychisme. Ils fonctionnent ensemble pour la survie et l'équilibre et le bien-être de euh, de son hôte, de la personne qui vient vous voir. Donc, mon corps concret m'envoie des signes, le cerveau a créé cette biologie parce que le psychisme avait reçu quelque chose qu'il n'est pas capable de gérer dans son abstrait, dans sa réalité émotionnelle. Il ne peut pas changer ça s'il n'exprime rien. D'accord? Ne pas exprimer ce ressenti, c'est obliger le cerveau à trouver la solution dans le corps. Ça marche? En termes de logique, ouais, ok. 13h40, on va s'arrêter. J'avais dit quelques minutes, ça fait déjà trop longtemps. On reste sur la tripolarité Merci de... Christophe pour la réponse. C'était très satisfaisant. Avec plaisir. Heureusement, je suis là pour ça.
Donc, je vais stopper ici. Ça, c'est un peu au milieu, d'accord. Désolé. J'ai voulu lancer quelque chose et ça prend plus de temps que prévu, mais ça marche. Donc, on va se retrouver. C'est 13h41. On va se laisser 1 heure pour manger, digérer, etc., etc. On se retrouve à 14h40. Je vais le mettre dans le groupe WhatsApp. Sur le même lien, de la même façon, et on continue de la même façon à partager, échanger et prendre vos questions. OK? À tout à l'heure. Bon appétit. Il y aura le Tout à replay, l'heure, bon appétit. il y aura le replay, Christophe, Le replay, il sera en ligne ce soir. de la journée, parce que, voilà, ok. Ouais, ouais, ouais. De tout ce que j'ai fait toute la journée. Je vais rater un petit peu parce que je vais faire soigner mon dos. Eh ben, bon soin de ton dos. À tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Bon appétit à tous.